Bonjour, aujourd'hui une vidéo inspirée par l'actualité, et en l'occurrence un article paru le 8 avril 2020 dans le journal Les Échos, qui nous informe que la plateforme TikTok est dans le viseur de l'industrie musicale. Ce titre est particulièrement bien choisi, le viseur, parce que c'est effectivement la stratégie habituelle des maisons de disques. On tire d'abord et on réfléchit ensuite. Ça avait commencé à la fin du siècle dernier, l'ennemi s'appelait alors Napster, et il y avait en France un hurluberlu, moi-même, pour essayer d'expliquer aux producteurs que ça n'était pas une bonne idée de détruire Napster parce que cela ne servirait qu'à permettre l'émergence de nouveaux outils, de nouveaux logiciels qui, contrairement à Napster, ne pourraient pas être arrêtés de par la structure technique qu'ils allaient adopter. Dans l'article dans lequel j'expliquais cela, je terminais en disant « Amis producteurs, ne dépensez pas votre argent contre Napster, dépensez-le pour faire mieux ». Et nous voilà, 20 ans plus tard, avec une stratégie qui n'a guère changé. Et j'aurais pu arrêter ici mon introduction, mais entre-temps, je suis tombé sur un autre article publié le 15 avril 2020 toujours. C'est une interview de l'autrice et militante Naomi Klein. Et elle est interrogée, puisqu'en avril 2020, nous sommes tous confinés à la maison à cause de l'épidémie de coronavirus, elle est interrogée sur le monde d'après. Quelle économie pourrait naître ensuite. Et ce qu'elle dit n'est pas inintéressant dans le sens où elle pense que il ne suffira plus dans ce monde d'après, et si nous souhaitons véritablement mettre en place d'autres modèles économiques, il ne suffira plus donc de protester, de militer, de faire la grève ou d'occuper des ronds-points. Il faudra aller au-delà et il faudra que nous, les citoyens, la société civile, comme on dit, nous nous organisions entre nous pour faire des propositions concrètes et mettre en œuvre ces propositions. Et donc c'est sous ce double éclairage que je vous invite à regarder la présentation qui suit. Elle est un petit peu longue, elle est un petit peu technique, mais plus technique au sens du business de la musique. Ça parle de crypto-monnaie, de blockchain, de contrats intelligents. N'ayez pas peur, vous allez voir, tout va bien se passer, et le mot-clé qui est derrière tout cela, c'est la décentralisation. On y va. Avant d'aborder ce que pourrait être la production musicale si elle était organisée avec des outils modernes, il faut que j'en passe par quelques mots sur la notion de décentralisation. Sachant que, c'est une parenthèse, la décentralisation dont je vais parler ici est la décentralisation technique, la décentralisation matérielle. Juste pour mémoire, vous pouvez garder dans un coin de votre tête qu'il existe également une décentralisation qu'on appelle la décentralisation de la gouvernance, mais c'est un sujet assez vaste à lui tout seul et donc je n'entrerai pas dedans. Et pour essayer de vous faire comprendre la décentralisation, on va commencer par son contraire, la centralisation. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui lorsqu'on utilise des services en ligne, comme l'email, le stockage de fichiers ou les réseaux sociaux. C'est ce que certains ont appelé le Minitel 2.0 parce que ça fonctionne exactement pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu le Minitel de la même manière. Et le plus simple est de commencer par prendre un exemple. Imaginons que j'ai fait une photo de mon chat, parce que ça marche toujours bien sur Internet, les photos de chats. J'ai fait une photo de mon chat que j'aime bien, et je me dis « Oh, je vais la partager sur un réseau social, au hasard Instagram ». Mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Et donc, j'upload mon image de chat sur Instagram et en pratique, matériellement, ce qu'il se passe, c'est qu'une copie qui se trouve sur mon ordinateur ou sur mon smartphone est envoyée sur des serveurs qui sont la propriété de la société Instagram qui elle-même appartient à Facebook, comme vous le savez. Ce qui fait que si d'aventure, une fois que l'image de mon chat a été publiée, pour une raison ou pour une autre, elle ne plaît pas à quelqu'un. Parce que ce quelqu'un dit « Ah mais attendez, c'est moi l'auteur de cette photo, ça n'est pas lui, cette personne ne respecte pas mon droit d'auteur. » Alors, à ce moment-là, quelqu'un qui ne serait pas content peut se plaindre auprès de la société Instagram, puisqu'il y aura des personnes à contacter, des procédures à mettre en œuvre. C'est une société, les serveurs lui appartiennent, et à ce moment-là, la société Instagram aura le pouvoir de faire disparaître la photo de mon chat. Voyons à présent comment cela se passerait si
une application équivalente à Instagram. Elle pourrait très bien avoir les mêmes fonctionnalités, les commentaires, les likes, tout ça, comme d'habitude, la même interface, la même apparence exactement, et sauf que cette application serait entièrement décentralisée. Comment ça se passerait? J'aurais toujours la photo de mon chat, moi je suis têtu, je veux la partager avec le monde entier. Et à ce moment-là, au lieu de l'uploader sur des serveurs particuliers qui sont la propriété d'une certaine société, eh bien non, la photo part de mon ordinateur ou mon smartphone et va être copiée sur d'autres ordinateurs comme le mien ou d'autres smartphones, pourquoi pas, qui sont ceux utilisés par les personnes qui utilisent le même logiciel que moi. Et on voit bien dans ce cas-là que quand bien même, pour une raison ou pour une autre, la photo serait effacée de un de ces ordinateurs, ou que l'ordinateur tombe en panne, ou que son utilisateur cesse d'utiliser ce programme et efface ce programme ou quitte le réseau social, eh bien, ça n'empêcherait pas les autres de continuer à partager. Ce qui fait que la photo de mon chat devient à ce moment-là impossible à effacer. Et donc, avec tous ces ordinateurs connectés, si on veut interrompre le service, comme on l'a vu dans le passé avec Napster ou après avec Mega Upload, il ne suffit plus d'aller débrancher certains ordinateurs, certains serveurs qui sont la propriété de telle ou telle société que l'on souhaite voir cesser ses activités, mais là, il faudrait carrément arrêter tous les ordinateurs du monde, ce qui n'est pas tellement envisageable. Alors, des plateformes décentralisées, aujourd'hui, il en existe quelques-unes, elles sont utilisées par assez peu de monde, mais quand même, et elles méritent d'être mentionnées. Pour ce qui concerne les vidéos, vous pouvez par exemple consulter un site qui est à l'adresse d.tube, qui est un équivalent de YouTube, sauf que là, tout est décentralisé. Au niveau de l'audio, vous avez un site comme Descend Audio qui est un peu un équivalent de SoundCloud, mais il faut reconnaître que ça marche pas super bien, ou des plateformes de streaming comme Musicoin ou Emanate, qui a récemment racheté une autre plateforme qui était la plus importante, qui s'appelait Tune. Donc ça, ce sont des plateformes de streaming, exactement comme celles qu'on connaît, Spotify, Deezer et compagnie, mais qui sont entièrement décentralisées. La même chose existe aussi pour les stockages de fichiers, l'équivalent de systèmes comme Dropbox ou Google Drive ou plutôt Amazon AWS. Et là, il y en a plusieurs. Storage.io, qui est une solution qui existe, que personnellement je suis depuis 2015. Donc, ce sont des outils aujourd'hui qui sont très fonctionnels. IPFS.io, qui est un système de stockage universel, et les gens d'IPFS se sont lancés dans une nouvelle aventure qui est actuellement en bêta-test, qui s'appelle Filecoin.io, et donc ça fait du stockage de fichiers. Il existe également des réseaux sociaux qui sont entièrement décentralisés. Le plus connu et le plus actif d'entre eux est certainement Minds.com, mais vous pouvez aussi regarder avec intérêt des plateformes comme Social.io ou Okuna.io qui sont de nouveaux arrivants. Il faut savoir que même des services plus invisibles du grand public que ceux que je viens de mentionner, sont également disponibles en version décentralisée. Pour mémoire, je cite la gestion des noms de domaine. Vous savez qu'aujourd'hui, la gestion des noms de domaine repose entièrement sur 13 serveurs, ce qu'on appelle les serveurs racines, qui sont l'autorité ultime dans la gestion des noms de domaine. Et évidemment, ces 13 serveurs sont sous attaque permanente parce que en faire tomber ne serait-ce qu'une certaine partie d'entre eux serait suffisant à bloquer absolument toutes les communications sur Internet. Donc c'est un point de fragilité du réseau Internet qui est très important, ces serveurs DNS pour les noms de domaine. Pour ceux qui ne savent pas, le nom de domaine, sont ces serveurs qui vont faire la traduction entre, si vous entrez un nom de domaine, par exemple google.com, et ce sont ces serveurs qui font la traduction pour que vous n'ayez pas à mémoriser l'adresse réelle du serveur sur le réseau, qui, elle, est une suite de chiffres qui est absolument impossible à un être humain de mémoriser. Alors que se rappeler google.com, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, là encore, pour pallier aux faiblesses de ce mécanisme avec ces serveurs racines dont le monde entier est totalement tributaire, ils sont répartis un peu près partout dans le monde, je crois qu'il y en a au moins 3 aux États-Unis. Il est possible également donc de décentraliser des services Internet comme cela, donc pas seulement la vidéo, pas seulement l'audio, mais aussi stockage de fichiers, réseaux sociaux, on pourrait même parler d'emails décentralisés. Il est possible de décentraliser tout cela, et ça marche plutôt mieux parce que il faut aussi savoir qu'Internet a été conçu
pour fonctionner de manière décentralisée. Ça faisait vraiment partie du cahier des charges d'Internet à l'origine. Au début des années 60, ce sont des militaires qui ont voulu ça, qui ont voulu un réseau dans lequel on ne puisse pas empêcher un message de passer. Et le meilleur moyen de faire en sorte qu'on ne puisse pas empêcher un message de passer, c'est de mettre en place un système de réseau qui est décentralisé. C'est pour ça qu'Internet a été prévu pour fonctionner comme ça. Et l'ensemble de ces plateformes que j'ai mentionnées ont, en plus du fait d'être décentralisées, une caractéristique particulière, c'est qu'elles utilisent tout un autre élément que je vais devoir vous présenter à présent, qui s'appelle la blockchain, ou en français la chaîne de blocs. La chaîne de blocs, je ne vais pas rentrer dans des détails évidemment, mais c'est un système informatique qui a un certain nombre de caractéristiques, et à la base, la blockchain, la chaîne de blocs, c'est tout simplement une base de données. Une base de données, vous savez, c'est un petit peu comme une bibliothèque où vous iriez apporter des livres régulièrement. Vous avez des nouveaux livres et vous les amenez à la bibliothèque. Bon, c'est ça, une base de données. On rentre des informations dans cette bibliothèque. Et sa caractéristique particulière à la blockchain, c'est d'être décentralisée. Donc là encore, la blockchain ne repose pas sur un serveur central qui est le seul détenteur de l'information et avec à la périphérie des terminaux qui vont venir se connecter pour entrer de l'information ou consulter de l'information, comme à la bibliothèque. Sauf que là, cette blockchain est décentralisée. Ça veut dire que l'ensemble des informations qu'elle contient est réparti sur des milliers, voire des millions de serveurs, et pourquoi pas dans un avenir proche, des dizaines ou des centaines de millions de serveurs à travers le monde. Ce qui offre plusieurs caractéristiques supplémentaires. L'une d'entre elles, c'est que lorsqu'on entre une information dans cette base de données, la date et l'heure, bien évidemment, à laquelle l'information a été entrée est certaine, c'est-à-dire qu'on est sûr que tel événement s'est produit avant tel autre. Autre caractéristique essentielle de la blockchain, c'est que cette base de données est infalsifiable, parce que par un système informatique assez complexe, on a des moyens simples de vérifier l'intégrité des données. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de modifier une information après qu'elle est entrée dans la base de données, nécessairement ça se verra. C'est parce que ce sont des blocs qui s'enchaînent les uns aux autres, et évidemment si on essaye de modifier un bloc, les blocs suivants ne seront plus tels qu'ils auraient dû être si la modification avait été prise en compte. Donc on ne peut pas modifier une information qui a été entrée dans la blockchain. On est sûr qu'elle est absolument valide, on peut compter dessus. Autre caractéristique de la plupart des blockchains, c'est que ce sont des blockchains publiques, puisque c'est un réseau décentralisé. Donc les acteurs de ce réseau, ceux qu'on appelle les nœuds du réseau, tous les ordinateurs qui se connectent à ce réseau-là, n'importe quel ordinateur, vous ou moi, pouvons nous connecter à une blockchain publique, mais il peut exister également des blockchains privées, mais qui représentent plus une faille de sécurité, puisque si tout un chacun ne peut pas vérifier l'intégrité des données, on peut commencer à la soupçonner de tricherie. Donc, pour qu'elle soit parfaitement fiable, il est préférable d'avoir affaire à une blockchain publique. Certaines blockchains ont également comme caractéristique de pouvoir se comporter comme un ordinateur virtuel, qui serait assez simple mais suffisamment fonctionnel pour y placer des petits programmes, ce qu'on va appeler ces contrats intelligents, des petits programmes qui sont capables d'effectuer certaines actions automatiquement lorsque certaines conditions sont réunis, puisqu'il est possible d'interagir avec le contrat, comme on le verra dans une minute, et en fonction des instructions qu'on donne au contrat et de la personne qui donne ces instructions au contrat, eh bien le contrat va effectuer un certain nombre d'actions, comme par exemple virer certaines sommes d'argent, puisque une autre utilisation de ces blockchains décentralisées, c'est aussi de permettre le transfert de valeur avec ce qu'on appelle les crypto-monnaies. La plus connue d'entre elles est évidemment le Bitcoin, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ces crypto-monnaies, on peut très schématiquement les résumer comme étant de l'argent liquide numérique. Vous savez, si vous avez besoin de prêter 5 ou 10 euros à quelqu'un, évidemment, vous pouvez lui donner un billet, mais à ce moment-là, il faut se rencontrer, il faut le faire de la main à la main. Avec les crypto-monnaies, c'est exactement le même principe, ça se fait de la main à la main, mais d'ordinateur à ordinateur, donc ce qui permet de quand même pouvoir se transférer de l'argent, même si on est à des milliers de kilomètres les uns des autres. C'est un des grands intérêts de cette chose-là, puisque, évidemment, dans ce cas-là, ça ne passe pas par une banque, parce que vous pouvez aussi envoyer un chèque par la poste à quelqu'un, mais à ce moment-là, il faut que ça passe par votre banque et la banque de la personne à qui vous envoyez de l'argent. Là, les crypto-monnaies, c'est en direct, c'est vraiment de l'argent liquide numérique. Donc, abordons maintenant
fort de ces informations, la production musicale 2.0. J'ai appelé ça 2.0, on pourrait l'appeler 3.0, ça se discute, mais bon, puisqu'on parlait de Minitel 2.0, essayons de passer à de la production musicale 2.0. Et commençons par regarder une chanson. Une chanson, au départ, c'est de la musique et des paroles. La musique est faite par un ou plusieurs compositeurs et les paroles par un ou plusieurs paroliers. Ils sont les auteurs et en tant qu'auteurs de la chanson, ils sont titulaires de droits d'auteur. Donc, une fois que la chanson est composée, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'imagination des compositeurs et des paroliers, on va pouvoir inscrire les informations relatives à ces personnes-là dans le contrat intelligent qui sera stocké donc sur une blockchain décentralisée. À ce moment-là, les informations qu'on va entrer sont d'abord des informations d'identification, qui sont les personnes des compositeurs et des paroliers, identification qui pourra passer par un organisme de gestion collective comme la SACEM en France par exemple, qui, elle, pourrait donner un numéro d'identifiant pour ces personnes. En plus, on va entrer comme information le rôle qui a été celui de chacun ou chacune dans cette composition musicale et dans l'établissement des paroles. Et enfin, on va pouvoir renseigner le contrat intelligent en y intégrant le partage des droits, qui à quel pourcentage, s'il y a plusieurs paroliers, comment ils se répartissent les parts entre les paroles. Pareil, s'il y a plusieurs compositeurs. Éventuellement, je ne l'ai pas mis là sur le schéma, mais s'il y a un éditeur musical ou des éditeurs musicaux qui sont là, eh bien là encore, toutes ces informations-là, identification, rôle et clé de partage, seront entrées dans le contrat intelligent au moment où la chanson est composée, écrite. Ensuite, une fois qu'elle est écrite, bien entendu, il faut que le public puisse l'entendre. Donc pour ça, cette chanson, il va falloir l'enregistrer. Elle va devenir ce qu'on appelle un phonogramme, qui est un objet juridique qui sert à décrire toute forme d'enregistrement. Et on va rencontrer de nouveaux acteurs qui vont apparaître là, puisqu'il faudra bien un artiste principal ou des artistes principaux qui seront un peu les vedettes, les interprètes de cette chanson. Ensuite, ils seront très probablement entourés de musiciens additionnels et pour pouvoir financer toutes les opérations d'enregistrement, il faudra bien un ou plusieurs producteurs. Donc, ces personnes-là sont des titulaires non pas du droit d'auteur, mais du droit voisin. Et là encore, toutes leurs informations vont être ajoutées au contrat intelligent, l'identification de chacune de ces personnes ou de ces sociétés, s'il s'agit des sociétés de production, et évidemment la clé de partage, quel est le partage qui a été fait entre le producteur et l'artiste, et est-ce que certains des musiciens ont également vocation à être intéressés à la vente, parce que dans la production d'un phonogramme, il y a bien sûr artistes, musiciens et producteurs, mais il y a aussi d'autres intervenants qui peuvent être des personnes comme le mixeur, des graphistes, des agents de promotion qui peut-être vont pouvoir négocier avec le producteur un intéressement sur les ventes. Parce que des fois, on aimerait bien pouvoir mixer avec telle personne qui est un peu le mixeur vedette ou la mixeuse vedette du moment, sauf qu'on n'a pas forcément le budget pour, on peut imaginer de proposer une collaboration, une coproduction à cette personne-là qui va réduire de façon significative son tarif pour le mixage, mais en contrepartie va éventuellement prendre un pourcentage sur l'exploitation commerciale. Donc là encore, toutes ces personnes, on va entrer leurs informations dans le contrat intelligent, l'identification, le rôle et le partage, mais qui est là non pas un partage des droits, mais un partage des revenus d'exploitation, un partage qui correspond aux ventes, éventuellement aux ventes physiques, pourquoi pas, mais essentiellement parce que tout ça se passe dans le monde numérique, donc là où c'est extrêmement utile, c'est pour tout ce qui relève du streaming, mais qui représente aujourd'hui plus de 60% du chiffre d'affaires des producteurs. Donc toutes ces informations-là sont entrées dans le contrat intelligent. Il est prêt et donc nous sommes au moment où cet enregistrement est prêt à être commercialisé, à être mis dans le commerce. Le contrat intelligent peut être déployé dans sa version finale sur la blockchain et on passe ensuite à l'exploitation commerciale qui peut être faite de cet enregistrement. Alors, l'exploitation commerciale, elle est faite par ceux qu'on appelle des utilisateurs qui vont utiliser à la fois l'œuvre et cet enregistrement.
Ça peut être des stations de radio, ça peut être des points de vente de support, des disquaires en quelque sorte. Ça peut être aussi l'utilisation de vidéos par télédiffusion ou par streaming façon YouTube. Ça peut être l'utilisation strictement audio par toutes les plateformes de streaming. Et ça peut être aussi même des utilisations en live au moment de concerts ou dans les discothèques, les clubs ou simplement de sonorisation des commerces. Vous savez, quand vous allez au resto, chez le coiffeur ou dans un parking et puis qu'il y a de la musique, évidemment, cette musique-là, il y a bien des gens qui payent pour que vous l'entendiez. Et donc, tous ces utilisateurs-là, ce qu'ils vont faire, c'est aller interroger le contrat intelligent afin d'avoir les informations dont ils ont besoin pour assurer leur transaction commerciale. Ces informations vont être de deux ordres. D'abord, les droits. Il faut savoir que ces utilisateurs qui sont à droite de l'écran, pour ce qui est de la gestion des droits, ce sont des gens qui payent directement à la SACEM. Je prenais l'exemple du parking dans lequel il y a de la musique. On considère que la musique n'est pas essentielle à l'activité du parking, donc la direction du parking, si elle diffuse de la musique dans son établissement, à ce moment-là, devra verser une somme forfaitaire annuelle qui comprend les droits d'auteur et la rémunération équitable. Ça, c'est une somme forfaitaire annuelle parce que, comme je le disais, la musique n'est pas essentielle à leur activité. Et pour ceux comme les discothèques, les plateformes de streaming, les stations de radio, certaines d'entre elles, où la musique est essentielle à l'activité, à ce moment-là, est-ce qu'elles payent chaque année à la SACEM? C'est un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Donc, elles payent directement à la SACEM, et là, c'est la SACEM qui peut, à son tour, interroger le contrat intelligent pour connaître l'identification de l'œuvre, de l'enregistrement et évidemment l'identification des auteurs. Là, j'ai pris un exemple avec un parolier, donc il y a la totalité des droits sur les paroles et deux compositeurs qui se partagent équitablement les droits sur la musique. Et à ce moment-là, la SACEM, une fois qu'elle a collecté ces droits auprès des utilisateurs, peut reverser d'une part les droits de représentation, ce que la SACEM appelle les droits d'exécution publique. Ça comprend les diffusions radio, les diffusions dans les commerces, les concerts, tout ce qui se fait en direct, c'est-à-dire le moment où le public entend la chanson au moment même où elle est diffusée. Ça, ce sont les droits de représentation. Ils vont être versés par la SACEM directement aux auteurs français ou par l'intermédiaire des partenaires de la SACEM pour les auteurs étrangers. Là, avec nos deux compositeurs, on imagine qu'on a un compositeur 1 qui est un compositeur français qui est inscrit à la SACEM, mais que le compositeur 2 est américain, par exemple, et que lui est inscrit à un des équivalents de la SACEM aux États-Unis qui s'appelle la SCAP. À ce moment-là, pas de problème, la SACEM sait très précisément que la part du compositeur 2 devra en fait être reversée à la SCAP et ensuite c'est la SCAP qui se chargera de reverser ça au compositeur 2. Et pour ce qui est des droits de reproduction mécanique, alors c'est là où ça devient très intéressant parce que aujourd'hui, le streaming pose un problème majeur dans la gestion des droits de reproduction mécanique. Traditionnellement, ces droits-là sont payés par le producteur. Le producteur est celui qui est en charge de faire fabriquer des supports, CD ou vinyle, et que avant que l'usine de CD ou de vinyle ne commence la fabrication, il faut absolument lui apporter la preuve qu'on a bien payé les droits de reproduction mécanique. Donc c'est le producteur qui les paye. Avec le streaming, il y a tout un tas de problèmes qui se posent, mais là, on a un moyen superbe pour les résoudre, puisque les droits de reproduction mécanique, donc à chaque stream, sont pris sur la part du producteur, puisque traditionnellement, c'est lui qui les paye, et reversés aux auteurs, sauf que là, on n'a pas tellement besoin de passer par un organisme de gestion collective, parce que, en fait, c'est le contrat intelligent lui-même qui devient l'organisme de gestion collective, et là, comme on connaît très précisément le montant qu'il y a à verser au moment même où la reproduction est faite par le stream, ces droits-là peuvent être versés aux auteurs en temps réel, directement, au moment même où un auditeur quelque part écoute une chanson. À ce moment-là, les sommes d'argent correspondantes peuvent être versées aux auteurs et à l'éditeur ou aux éditeurs s'il y en a en temps réel. Et même chose pour ce qui éventuellement concernerait les droits voisins. Ça, c'est pour les droits. Deuxième chose, c'est l'exploitation commerciale, les ventes, ce qu'on appelle les revenus d'exploitation. Là, les utilisateurs, typiquement si je reprends l'exemple de la plateforme de streaming, payent directement le producteur. Alors, plus ou moins directement. Les plateformes de streaming ont des intermédiaires qu'elles appellent des fournisseurs, mais en gros, c'est exactement comme un disquaire physique avec des CD et des vinyles qui, lui, les achète en gros aux producteurs pour les revendre au prix de détail au public.
c'est la même chose avec le streaming, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc les utilisateurs, là, payent le producteur pour les revenus d'exploitation. Là encore, comme tout à l'heure, le contrat sert à l'identification, sauf qu'en plus, dans le cas des ventes, il sert également au paiement en fonction du partage prévu, puisque la clé de partage, on l'a vu, est inscrite dans le contrat intelligent. Donc on peut obtenir cette information en direct. Là, j'ai pris un exemple où on voit que le producteur et l'artiste ont une part qui est à peu près équivalente, et puis ils ont décidé aussi d'intéresser un certain nombre de musiciens, la personne qui fait la promotion, peut-être le graphiste, peut-être le mixeur. Avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, on n'avait pas le budget pour le payer, il a demandé un certain pourcentage, on lui a accordé. Donc toutes ces personnes-là sont intéressées. Chaque fois qu'il y a un stream, il faut répartir l'argent du stream entre toutes ces personnes, et la plateforme de streaming peut avoir l'information en temps réel et donc envoyer en crypto-monnaie les sommes d'argent directement à ces personnes-là, parce que tout cela se fait en temps réel, c'est-à-dire que dès qu'on a passé les fameuses 30 secondes qui font qu'on considère qu'un stream est validé, ça se fait en temps réel, c'est versé en crypto-monnaie. Et cerise sur le gâteau, sans passer par une banque, puisqu'on est en crypto-monnaie. Donc vous imaginez, vous êtes mixeur, musicien, producteur, artiste, peu importe. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre café, vous allumez votre ordinateur et puis vous voyez en direct les sommes issues du streaming qui arrivent dans votre porte-monnaie numérique. Puis après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les échanger contre des dollars, des euros si c'est de ça dont vous avez besoin, les garder en crypto-monnaie pour échanger contre des biens et des services que vous payerez avec elles. Là, c'est vraiment de l'argent payé en direct. En résumé, les avantages de ce mécanisme à base de blockchain et de contrats intelligents pour la musique, d'abord, ça respecte absolument tous les ayants droit, puisque tous les ayants droit peuvent être inscrits dans ce contrat intelligent, donc personne n'est lésé, c'est pas l'abolition du droit d'auteur, comme on l'entend dire parfois, au contraire, on s'appuie sur le droit d'auteur et sur le droit de la propriété intellectuelle, tout le monde est respecté, la gestion des droits est simplifiée puisqu'elle est automatisée par ce système de contrat intelligent, ce qui devrait entraîner logiquement une réduction importante des frais de fonctionnement des organismes de gestion collective. Vous savez qu'aujourd'hui, la SACEM prélève sur vos droits, si vous êtes auteur, à peu près une quinzaine de pourcents pour assurer ses propres frais de fonctionnement. Là, on pourrait imaginer qu'avec une automatisation grandissante de ces mécanismes-là, il n'y a pas de raison que les frais de fonctionnement restent à un tel niveau. Là encore, le contrat intelligent, de par la sécurité juridique qu'il apporte, parce que, comme on l'a vu, c'est sur une blockchain, on ne peut pas le falsifier, donc on a toutes les raisons de faire confiance au contrat, ce qui ne peut qu'encourager les collaborations artistiques, parce que des fois, on va hésiter à travailler avec telle ou telle personne en disant « mais je sais pas, est-ce que je vais lui envoyer de l'argent, mais qu'est-ce que je vais avoir pour mon argent, et ceci et cela », on se méfie. Alors là, toutes les informations sont dans le contrat intelligent, on est au clair dès le départ, tout le monde a intérêt à la réussite du projet, pas de problème, on peut collaborer même avec des personnes qu'on connaît pas vraiment. Le partage pourrait être plus équitable entre producteurs et artistes, parce que là encore, c'est la même chose que la réduction des frais de fonctionnement. Début 2020, je crois que c'était au mois de mars, il y a eu un grand nombre d'artistes allemands, mais des stars en Allemagne, qui ont fait une lettre ouverte pour se plaindre du caractère inéquitable des contrats qu'ils avaient avec leurs producteurs, parce que les producteurs ont appliqué les barèmes de redevances et les abattements qui sont issus du monde du physique, mais qui n'ont aucune raison d'être dans le monde numérique. Aujourd'hui, un partage équitable entre producteurs et artistes, c'est simple, il devrait être à 50-50 et pas autre chose. Il faudrait pas accepter pour un artiste un autre partage qui est à 50-50, à moins évidemment qu'il y ait une contribution extraordinairement significative qui justifie le fait de déséquilibrer ça, mais a priori on pourrait quand même partir sur un partage plus équitable entre producteurs et artistes, et là encore, le contrat intelligent peut permettre ça. La même chose pour les intervenants, les gens qui sont comme le mixeur, comme le graphiste, comme l'agent de promotion qu'on veut intéresser au produit de la vente. Là encore, le contrat intelligent, de par la sécurité juridique qu'il apporte, favorise l'intéressement des intervenants externes. Autre grande caractéristique de ces contrats intelligents, c'est qu'il est totalement équitable, quelle que soit la notoriété de l'artiste. Ça fonctionne de la même manière pour l'artiste indépendant qui fait tout seul chez lui et monsieur ou madame superstar. Alors, bien évidemment, monsieur ou madame superstar va bénéficier de beaucoup plus de moyens pour la promotion, pour tout un tas de choses marketing, mais fondamentalement pour l'exploitation du streaming, au moins chaque artiste, chaque label, chaque producteur, chaque auteur, tout le monde sait que le traitement sera parfaitement équitable. C'est un des autres avantages de ce contrat intelligent. Et enfin,
Évidemment, les paiements sont accélérés. Il y a une bonne partie des paiements, on l'a vu, qui se font en temps réel. Aujourd'hui, il faut des fois 2 à 3 ans pour récupérer des droits qui sont issus du streaming parce qu'ils ont été faits à l'autre bout du monde. Alors, il faut que ça passe par la société de gestion de droits de ce pays-là. Ensuite, il faut qu'elle discute avec la SACEM, que la SACEM mette de l'ordre dans ses petits et ensuite renvoie les choses. On est payé des fois 2 ans ou 3 ans après. Là, le paiement, il se fait en direct. Au moment où une personne écoute une chanson quelque part dans le monde, la majeure partie des ayants droit sont payés dans les secondes qui suivent. Elle est pas belle la vie? Et évidemment, plus aucune commission bancaire pour venir gréver ça, puisque c'est de l'argent liquide numérique. Ça passe pas par une banque, ça arrive directement dans votre portefeuille numérique, pas de commission bancaire à payer. Et en prime, on pourrait se retrouver avec des possibilités sur certains réseaux sociaux décentralisés, c'est déjà ça qui se passe, c'est la possibilité de rémunérer le public pour la promotion qu'il fait. Quelqu'un qui choisit de faire connaître à ses followers une œuvre, une chanson qu'il aime bien, eh bien si cette personne-là a beaucoup d'influence, ça a une valeur significative. Et là encore, ça pourrait faire partie, ça ne changerait rien au montant des budgets de promotion que vous pourriez investir. Vous décidez de donner 35 ou 75 euros à Facebook ou à Google pour faire de la promotion. Sauf que ces 75 euros, au lieu d'aller entièrement à Google, ils partiraient par petits bouts chez toutes les personnes qui assurent la promotion de cette chose-là. Là encore, le contrat intelligent et la blockchain permet de faire des choses pareilles. Alors, TikTok dans le viseur de l'industrie musicale. Quand on voit les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition, ne serait-il pas plutôt temps de remettre le fusil de sniper au placard des outils d'un siècle qui n'est plus le nôtre et de travailler concrètement à la mise en place de ces nouveaux outils, ce qui ne coûterait finalement pas très cher comparé à tous les frais d'avocat, de lobbying, et toutes les actions qui ont été tentées à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour soi-disant protéger les CD contre les copies, ça a coûté des fortunes ces choses-là, alors que la mise en place d'un développement à base de blockchain qui résoudrait en plus la grande problématique actuelle des métadonnées, et cela de façon open source, parce que si les maisons de disques se lançaient dans une telle initiative, il est à peu près certain que beaucoup de développeurs à travers le monde seraient heureux d'y contribuer. Donc au fond, ça pourrait se faire sans coûter très très cher. C'est une perspective d'avenir que, à titre personnel, je trouve très réjouissante. Si cette vidéo vous a paru un peu longue ou un peu trop technique, n'hésitez pas à commenter, poser des questions. J'essayerai dans la mesure de mes disponibilités d'y répondre. Et puis, si vous avez des producteurs dans votre entourage, je vous invite à leur montrer cette vidéo, ou au moins leur faire savoir qu'elle existe, parce que tout ce que nous faisons, ce n'est que planter des graines, et il faut les arroser un petit peu si on peut espérer vouloir les voir fleurir. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, encore bravo, et à très bientôt.